Une seule phrase a traversé l'Afrique comme un éclair et tout a vacillé. En 24 heures, plus de 200 médias ont transformé une menace lointaine en crise imminente, tandis que le naira nigérian commençait déjà à perdre pied face au marché. Mais derrière ce tumulte médiatique, une question plus brute s'impose aux capitales africaines. Que vaut encore la souveraineté quand les mots d'un dirigeant étranger suffisent à faire trembler une région entière, et qu'Ibrahim Traoré ose répondre à voix haute? C'est à ce moment précis que l'équilibre du Sahel commence vraiment à bouger. Ce récit promet de dévoiler ce que les chiffres, les discours officiels et les déclarations diplomatiques laissent volontairement dans l'ombre. Au cœur de cette exploration, un bénéfice décisif se dessine. Comprendre comment la souveraineté se fabrique réellement dans un environnement soumis à des pressions croisées venues de Washington, Abuja et des capitales du Sahel. Les enjeux sont immenses, car chaque décision prise dans l'urgence reconfigure non seulement la sécurité régionale, mais aussi l'équilibre économique d'États dépendant de marchés nerveux et d'alliances incertaines. Pour le Nigeria, ce moment représente plus qu'un simple épisode géopolitique. C'est une épreuve qui révèle les failles de son modèle de stabilité, fragilisé par la dévaluation de sa monnaie et par les tensions internes qui se multiplient à mesure que le pays tente de préserver une image d'autonomie. Et si une seule menace, prononcée depuis l'autre côté de l'Atlantique, suffit à déplacer les lignes, que pourrait déclencher une redéfinition totale du rapport de force? La crise n'a pas éclaté au moment où la menace a été prononcée, mais lorsqu'un chiffre a révélé l'ampleur du choc. Plus de 200 médias ont relayé l'avertissement en moins de 24 heures, créant une pression immédiate sur Abuja. Ce basculement rapide, amplifié par la chute de 8% du Naira, a exposé une vulnérabilité structurelle que les autorités nigérianes n'avaient plus les moyens de dissimuler. À partir de là, la logique des événements s'est déployée comme une chaîne causale difficile à interrompre. Le Nigeria, puissance économique régionale, s'est retrouvé forcé de réagir à un message extérieur qui, en apparence, ne constituait qu'une prise de position politique. Pourtant, derrière la rhétorique, les effets ont été concrets. Les réunions d'urgence se sont succédées. Les conseillers diplomatiques ont tenté de définir une ligne qui concilie coopération stratégique et affirmation d'autonomie, tandis que les marchés extérieurs réévaluaient déjà leur exposition aux risques nigérians. C'est dans cette dynamique instable qu'une autre voix s'est imposée, celle d'Ibrahim Traoré, dont le discours sur la souveraineté a trouvé un écho immédiat auprès des pays du Sahel. Son refus catégorique de toute ingérence, formulé depuis Ouagadougou, s'est propagé au-delà de ses frontières, offrant un contre-récit à la logique de dépendance qui domine encore une partie de l'Afrique de l'Ouest. Ce contraste entre réaction sous pression à Abuja et affirmation sans compromis à Ouagadougou a renforcé la perception d'un continent partagé entre deux trajectoires possibles. Pour les analystes comme pour les dirigeants africains, le véritable enjeu n'était plus de déterminer la portée exacte de la déclaration initiale, mais de comprendre comment cette tension entre coopération et souveraineté allait redéfinir les rapports de force régionaux. Le Sahel, longtemps considéré comme un espace périphérique dans les rivalités géopolitiques, devenait soudain l'un des terrains où se joue l'avenir de l'équilibre africain. Les acteurs locaux ont perçu le moment comme un avertissement. Chaque mot prononcé depuis l'extérieur peut déclencher une série de répercussions internes, et chaque prise de position africaine, comme celle d'Ibrahim Traoré, peut en modifier l'issue. Pour comprendre comment cette crise a pris une dimension régionale, il faut suivre les premiers acteurs qui ont tenté de naviguer dans la tourmente. À Abuja, les conseillers en sécurité et les diplomates ont été les premiers à mesurer l'onde de choc. Dans les heures qui ont suivi la déclaration américaine, 2 réunions décisives en Kishikizidi ont été organisées. L'une pour évaluer la menace sécuritaire, l'autre pour anticiper les répercussions économiques. Ces équipes, en première ligne,
première ligne, ont rapidement constaté que le pays entrait dans une phase où chaque décision risquait d'aggraver la situation. Leur rôle, souvent invisible pour le grand public, a néanmoins façonné la réponse initiale du Nigeria. Un exemple illustre cette précipitation. La cellule de crise économique a tenté de stabiliser les marchés dès que les premiers signes de panique sont apparus. Les analystes ont conseillé de renforcer les communications officielles afin d'éviter une fuite massive des investisseurs. Pourtant, malgré ces efforts, la dévaluation du Naira a continué d'alimenter les inquiétudes. Dans un autre cas, les responsables militaires ont dû réévaluer les partenariats stratégiques, inquiets que la perception d'une ingérence extérieure ne fragilise davantage la cohésion interne du pays. Ces épisodes montrent que, dès les premières heures, les institutions nigérianes ont été prises dans un dilemme complexe. Réagir assez vite pour contenir la crise sans donner l'impression qu'elle cédait à une pression étrangère. Le so what est clair. Lorsque la souveraineté est mise à l'épreuve, les failles apparaissent d'abord dans les décisions silencieuses des coulisses, bien avant d'éclater au grand jour. Le déclencheur survient lorsqu'une phrase traverse l'Atlantique et s'abat sur Abuja comme une alerte rouge. La menace est directe. Elle circule vite. Les canaux diplomatiques s'illuminent les uns après les autres. Le gouvernement nigérian comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un simple commentaire. C'est un signal. Et ce signal impose une réaction. Voici une transition naturelle. Activation. Le basculement initial. Dans les premières heures, la confusion domine. Les conseillers affirment qu'il faut temporiser. Les militaires, eux, craignent que le pays ne se retrouve pris dans une dynamique où sa souveraineté serait interprétée comme négociable. La presse internationale amplifie la tension. 200 médias relaient la déclaration. Les réseaux sociaux s'enflamment. Le Nigeria devient l'épicentre d'un débat mondial sur la légitimité d'une intervention étrangère pour protéger une communauté religieuse. À cette même période, un autre front s'ouvre. Depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré prend la parole. Son discours refuse toute ingérence. Sa position frappe par sa clarté. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas un privilège, mais un droit. Sa déclaration circule rapidement dans la région, et son nom devient un repère pour ceux qui contestent la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cette simultanéité crée un contraste saisissant. D'un côté, un géant sous pression, de l'autre, un capitaine qui assume ouvertement le défi. Voici une transition naturelle. Climax, le point de tension maximale. La montée en pression atteint son sommet lorsque trois dynamiques s'entrechoquent. Première dynamique, les marchés. La chute du Naira de 8% devient un symbole du déséquilibre. Les investisseurs se retirent. Oui, les compagnies pétrolières suspendent leurs discussions. Abuja tente de rassurer, mais chaque tentative paraît insuffisante, car les signaux extérieurs sont trop puissants. Deuxième dynamique, l'opinion publique. Dans les rues de Lagos, d'Abuja et de Kano, des rassemblements spontanés émergent. Les jeunes brandissent des slogans appelant à une Afrique autonome. Plusieurs pancartes citent directement Ibrahim Traoré, devenu malgré lui un porte-voix d'un idéal collectif. Le débat se charge d'émotions. Des vidéos se propagent. Le clivage religieux s'intensifie. La polarisation prend forme. Troisième dynamique, les chancelleries. Dans les capitales occidentales, on calcule les risques. À Washington, la déclaration initiale commence elle-même à susciter des débats internes. En Europe, les diplomates redoutent un effet domino dans le Sahel. À Niamey et Bamako, les gouvernements observent attentivement les réactions nigérianes, conscients que leur propre avenir régional pourrait dépendre de cette séquence. Ces trois lignes de force convergent vers un point de saturation. Abuja est forcé de choisir, apaiser ou affirmer. Tinubu tentait alors une voie médiane. Il ouvre un dialogue limité avec Washington, tout en réaffirmant publiquement que le Nigeria demeure souverain. Ce geste vise à stabiliser la situation, mais il soulève une question.
Jusqu'où peut-on coopérer sans céder? Voici une transition naturelle. Aftershock, les répliques qui prolongent. La crise. La crise ne s'arrête pas une fois la tempête médiatique passée. Les répliques sont nombreuses. La dévaluation continue d'éroder le pouvoir d'achat. Les tensions communautaires augmentent. Les universités deviennent des lieux de débat politique intenses. Les élites économiques s'inquiètent d'un ralentissement durable. Les diplomates étrangers recalibrent discrètement leur stratégie. Dans le Sahel, l'écho du discours d'Ibrahim Traoré continue de se propager. Des jeunes au Mali, au Niger et même au Ghana partagent son appel à une Afrique qui décide seule. Cette onde idéologique n'est pas une simple réaction émotionnelle. Elle devient une force politique, diffuse mais persistante. En somme, la séquence des événements révèle une vérité nette. Il suffit parfois d'une seule déclaration pour révéler les fractures d'un système entier, mais il faut une vision solide, telle que celle que défendent les partisans de l'autonomie, pour en affronter les conséquences. Le Nigeria essaie maintenant d'entrer dans une phase où rien ne pourra revenir exactement comme avant. La crise devient lisible lorsqu'on l'examine à travers les variations mesurables qui ont accompagné son déclenchement. Le premier indicateur est la dévaluation de 8% du Naira, survenue en un mois. Cette baisse soudaine expose la nervosité des marchés et montre que la stabilité nigériane reposait sur un équilibre beaucoup plus fragile qu'il n'y paraissait. Elle signale aussi que la perception du risque géopolitique influence directement les comportements économiques, bien avant que les institutions ne parviennent à réagir. Dans ce contexte, une monnaie affaiblie réduit la capacité d'un État à manœuvrer, surtout lorsqu'il dépend largement des importations et des flux d'investissements étrangers. La chute reflète un manque de confiance structurelle des investisseurs internationaux. Le deuxième indicateur concerne les exportations de pétrole, en recul de 6,2%, immédiatement après l'accroissement de la tension. Ce chiffre n'est pas simplement une donnée économique. Il traduit un effet domino dans la chaîne de décision des acteurs extérieurs. Lorsque les compagnies pétrolières suspendent temporairement leurs engagements, elles signalent aux autres secteurs que l'environnement devient incertain, voire hostile. Cette contraction des exportations a obligé Abuja à réviser son budget et à suspendre plusieurs programmes sociaux, créant une frustration supplémentaire dans une population déjà fragilisée par la hausse des prix. Ce recul indique une vulnérabilité directe liée aux dépendances externes du pays. Le troisième indicateur, moins intuitif mais tout aussi révélateur, est l'augmentation de 15% des incidents communautaires, recensés dans les mois suivant la déclaration. Ce pourcentage reflète un lien étroit entre tensions géopolitiques et polarisation interne. Lorsque les communautés se sentent instrumentalisées ou menacées par des décisions extérieures, les fractures s'élargissent et les discours de méfiance se propagent. Cette hausse des incidents montre que l'impact de la crise ne se limite pas aux institutions. Il se diffuse dans le tissu social, modifiant les relations quotidiennes, les perceptions mutuelles et les dynamiques locales. L'augmentation témoigne d'un climat social rendu inflammable par la pression géopolitique. Ces trois chiffres, pris ensemble, composent une image cohérente. La crise n'est pas seulement une affaire de diplomatie ou de messages politiques. Elle se manifeste dans la monnaie que les citoyens utilisent chaque jour, dans les barils qui financent le budget de l'État et dans les relations sociales qui structurent la paix intérieure. Leur évolution simultanée prouve que la souveraineté n'est jamais abstraite. Elle se mesure dans les fluctuations économiques, dans la capacité d'un pays à résister aux chocs extérieurs et dans la stabilité interne qui en découle. Le Nigeria, en observant ces signaux, comprend qu'il ne s'agit plus seulement de répondre à une menace ponctuelle, mais de réévaluer les fondations mêmes de sa résilience. Les données montrent que toute pression exogène se propage rapidement dans toutes les couches de la société. Dans cette situation, la gestion de la crise exige plus qu'une réaction diplomatique. Elle nécessite une lecture fine des vulnérabilités économiques et sociales
et une anticipation des effets indirects. Deux visions s'affrontent aujourd'hui pour définir la voie que devrait suivre le Nigeria dans un paysage géopolitique instable. La première, défendue par les partisans d'une coopération stratégique avec l'Occident, affirme qu'un pays exposé à des menaces transnationales, terrorisme, trafics, insurrection locale, ne peut se permettre d'ignorer les ressources techniques et militaires offertes par les puissances étrangères. Selon cette position, les interventions américaines entre 2018 et 2020 ont permis de réduire de 23% les attaques de Boko Haram. Preuve que l'aide extérieure peut renforcer la sécurité immédiate du pays. Pour ses défenseurs, la souveraineté ne signifie pas isolement. Elle suppose de choisir intelligemment ses partenaires, surtout lorsque les enjeux y passent les frontières nationales. La seconde vision, soutenue par les souverainistes, avance que la coopération actuelle crée davantage de dépendance qu'elle n'apporte de solutions durables. Elle rappelle les précédents de la Libye, du Mali ou de l'Irak, où l'ingérence extérieure a fragilisé des structures étatiques déjà vulnérables. Selon cette lecture, chaque programme d'assistance militaire ou économique porte en lui des conditions implicites qui réduisent que la marge de manœuvre des gouvernements africains. Le cas du Nigeria en fournit un exemple clair. La dévaluation du naira, la chute des exportations pétrolières et la polarisation sociale montrent qu'un choc extérieur suffit à révéler les failles structurelles d'un modèle fondé sur la dépendance. Pour concilier ces deux perspectives, il faut adopter une réponse qui reconnaît leurs points forts tout en corrigeant leurs angles morts. La coopération internationale peut fournir un appui ponctuel, mais elle ne peut remplacer la capacité interne à résister aux crises. Les données économiques et sociales révèle que le Nigeria paie un coût élevé lorsque ses décisions semblent dictées par des pressions extérieures. À l'inverse, un rejet total des engagements internationaux risquerait de laisser le pays isolé face à des menaces qui dépassent ses propres frontières. Le Stillman conduit ainsi à une conclusion intermédiaire. Un partenariat sélectif, limité, transparent, qui ne dilue pas la souveraineté mais l'appuie lorsque le pays dispose déjà d'un socle solide. La question n'est donc pas coopérer ou rompre, mais coopérer sans céder. Un équilibre que seuls des choix rigoureux permettront de maintenir. En quelques jours, la crise cesse d'être seulement nigériane pour devenir un test continental. Les signaux économiques, les tensions sociales et les pressions diplomatiques convergent, transformant une déclaration isolée en point de rupture. Au milieu de cette recomposition, Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur de contraste. Son refus absolu de toute ingérence révèle jusqu'où peut aller une position souverainiste lorsqu'elle est assumée publiquement. Cette bascule se lit dans un détail que beaucoup ont sous-estimé. L'opinion publique change de centre de gravité. Les débats dans les universités de Lagos, les discussions dans les quartiers d'Abuja, les réactions sur les réseaux sociaux montrent un glissement net. La crise ne concerne plus seulement la sécurité ou la diplomatie. Elle interroge la légitimité même des alliances qui ont structuré la région pendant des décennies. Ce midpoint intervient précisément lorsque les dirigeants nigérians croyaient encore pouvoir contrôler le narratif. Ils découvrent que le débat dépasse les institutions et que la population aspire à un modèle où la souveraineté n'est plus un slogan, mais une exigence. Cette prise de conscience marque le tournant. Après ce point, aucun acteur ne peut continuer comme avant. Les répercussions de la crise se manifestent d'abord dans la vie quotidienne des Nigérians, révélant un fossé grandissant entre attentes sociales et réponses étatiques. Pour les ménages, NN, l'effet est immédiat. La dévaluation du naira renchérit le coût des denrées essentielles, l'inflation grignote les revenus, et les foyers déjà fragiles se retrouvent pris dans une spirale d'incertitude. Les déplacements, l'alimentation, la santé deviennent plus difficiles à financer. Les tensions communautaires, en hausse de 15%, alourdissent encore ce climat, car la moindre rumeur peut désormais provoquer des affrontements. Ce durcissement du quotidien montre que la crise géopolitique n'est jamais abstraite.
Elle se matérialise dans la capacité d'un père ou d'une mère à nourrir sa famille. Du côté des Doan Nghiep entreprises, DN, l'impact n'est pas moins sévère. Les compagnies pétrolières réévaluent leurs investissements, plusieurs suspendent leurs opérations, et l'ensemble du secteur commence à revoir ses projections à la baisse. Les petites et moyennes entreprises, déjà fragilisées par les fluctuations du marché, subissent des hausses de coûts et un ralentissement de la demande intérieure. Les incertitudes politiques incitent les partenaires étrangers à se retirer ou au minimum à geler les contrats. Cette prudence crée un effet en chaîne: réduction des emplois temporaires, report de projets d'infrastructure et recul des flux financiers qui alimentaient jusqu'ici l'économie réelle. Les dirigeants d'entreprises constatent que chaque prise de position internationale se traduit en contraintes locales. Pour les Nyaneux, institutions publiques, ND, les conséquences révèlent les limites d'un modèle qui dépend encore trop des pressions et signaux extérieurs. Les autorités doivent jongler entre la nécessité de rassurer les partenaires occidentaux et l'obligation de répondre aux critiques internes. Les débats au sein du gouvernement, déjà complexes, se durcissent à mesure que les indices économiques dérapent. Le recul de 6,2% des exportations de pétrole réduit les marges budgétaires, contraignant l'Abuja à suspendre des programmes sociaux tout en renforçant les dépenses de sécurité. À cela s'ajoute un défi politique. Comment préserver une image de souveraineté alors que la scène internationale exerce une influence directe sur la stabilité interne? C'est précisément cette contradiction que le discours d'Ibrahim Traoré met en lumière, en rappelant que la souveraineté ne peut être partielle. Enfin, les Kouvuk, régions voisines, KV, ressentent elles aussi les secousses. Dans le Sahel, les capitales observent le Nigeria avec une attention nouvelle, conscientes que son orientation stratégique influencera leur propre marge de manœuvre. Au Mali comme au Niger, les élites politiques voyant la montée d'un débat plus large sur l'autonomie africaine, amplifié par l'écho des prises de position souverainistes. La figure d'Ibrahim Traoré, omniprésente dans les conversations de la jeunesse sahélienne, agit comme un catalyseur de réflexion collective. Les pays voisins comprennent que le Nigeria reste un pilier. S'il vacille, c'est tout l'édifice régional qui se fragilise. Ces 4 cercles d'impact dessinent un même constat. Une crise déclenchée par des maux pas venus de l'extérieur peut, en quelques semaines, redessiner le quotidien des citoyens, la stratégie des entreprises, les choix d'un État et les équilibres d'une région entière. Voici une transition naturelle. Scénario 1. Continuité sous tension. Base. Dans cette trajectoire, le Nigeria poursuit sa ligne actuelle. Coopération prudente avec l'Occident, discours plus ferme sur la souveraineté, mais sans rupture majeure. Les autorités tentent d'apaiser les marchés en réactivant des mécanismes de stabilisation, tandis que des négociations discrètes visent à rassurer les partenaires stratégiques. Le Naira se stabilise lentement, mais l'inflation reste élevée. Les tensions communautaires persistent, sans flamber mais sans réel recul. Dans ce scénario, Abuja gagne du temps, mais ne résout pas les vulnérabilités structurelles révélées par la crise. Le pays avance, mais sur un terrain mouvant. Voici une transition naturelle. Scénario 2. Redéfinition souverainiste, optimistique. Ici, le Nigeria choisit d'engager une réorientation plus affirmée vers une autonomie régionale. Les discussions avec les pays du Sahel se renforcent, ouvrant la voie à des accords en matière de sécurité collective, d'énergie et d'infrastructures. Les entreprises locales sont encouragées à réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement extérieures, tandis que des programmes de production et de transformation intérieure sont priorisés. Les investisseurs internationaux, d'abord prudents, reviennent de manière sélective, attirés par la stabilité retrouvée et un narratif politique structuré. Ce scénario ambitieux suppose une coordination étroite entre institutions publiques, secteur privé et partenaires africains. Il exige aussi une communication claire pour maintenir la confiance sociale. C'est le chemin le plus exigeant,
mais aussi celui qui offre la marge de manœuvre stratégique la plus durable. Voici une transition naturelle. Scénario 3. Fragmentation et isolement. Worst. Si les tensions s'aggravent, dévaluation prolongée, hausse des conflits internes, rupture diplomatique, le Nigeria pourrait entrer dans une phase de déstabilisation plus profonde. Les entreprises étrangères se retireraient massivement, le chômage augmenterait, et les clivages religieux ou communautaires pourraient s'intensifier. Les institutions, sous pression, peineraient à maintenir leur autorité, obligeant l'État à concentrer ses ressources sur la sécurité au détriment des services publics. Ce scénario entraînerait un recul régional. Les pays voisins réévalueraient leurs alliances, inquiets d'une contagion des instabilités. La marge d'action politique du Nigeria deviendrait extrêmement réduite. Ces 3 trajectoires ne sont pas figées. Leur direction dépendra moins des déclarations extérieures que de la capacité du Nigeria à articuler une stratégie cohérente, identifier ce qui relève de la pression internationale, ce qui tient de ses propres failles, et ce qui peut être transformé en opportunité politique et économique. Pour beaucoup de Nigérians, la crise récente n'est pas seulement une affaire géopolitique abstraite, elle a transformé la perception qu'ils ont de leur avenir. Les étudiants, les travailleurs et les familles ordinaires, les groupes A, B, C de l'opinion, ont vu combien une décision prise à des milliers de kilomètres pouvait influencer leurs conditions de vie. Les discussions qui émergent dans les universités, les marchés ou les lieux de travail montrent un changement profond. La population ne veut plus être spectatrice, elle veut comprendre, anticiper et peser sur les choix politiques. Chez les jeunes, groupe A, cette crise a agi comme un révélateur. Ils constatent que la souveraineté ne se résume pas à de grands discours, mais qu'elle structure l'accès à l'éducation, aux technologies, aux opportunités professionnelles. Leur aspiration est claire, un modèle dans lequel les décisions nationales ne sont pas dictées par les pressions extérieures, mais par un projet cohérent pour l'avenir du pays. Ils veulent un État capable de défendre ses intérêts, sans s'enfermer dans une dépendance permanente. Pour les ménages actifs, groupe B, l'impact est plus concret. Hausse des prix, incertitudes financières, tensions sociales. Ils cherchent des réponses qui garantissent stabilité, prévisibilité et protection face aux chocs extérieurs. Ce groupe veut comprendre comment les choix diplomatiques influencent leur quotidien et comment éviter que les crises internationales ne se transforment systématiquement en crises domestiques. Quant aux élites locales et régionales, groupe C, elles perçoivent la crise comme une mise à l'épreuve de leur capacité d'influence. Elles comprennent que la légitimité politique dépend désormais de la transparence, de la cohérence stratégique et d'un dialogue honnête avec la population. Un fil conducteur se dessine. Chacun attend une gouvernance qui intègre les aspirations nationales, mais sans rompre brutalement avec le monde. 2 pistes simples émergent. Exiger plus de clarté dans les accords internationaux et renforcer les mécanismes nationaux de protection économique. Pour transformer une crise en levier de souveraineté durable, le Nigeria doit suivre une trajectoire structurée, lisible et suffisamment robuste pour résister aux pressions extérieures. La première étape consiste à réancrer la coopération régionale en renforçant les mécanismes de coordination avec les pays du Sahel. Une plateforme commune de sécurité, d'énergie et d'infrastructures permettrait de réduire la dépendance aux dispositifs occidentaux et de stabiliser une zone où les intérêts stratégiques s'entrecroisent. Cette logique, portée de manière explicite par Ibrahim Traoré, montre qu'un front africain cohérent peut rééquilibrer les rapports de force. Deuxième étape, restructurer l'économie autour de la production locale. Le Nigeria doit cibler 3 secteurs prioritaires: agriculture, transformation industrielle, technologie, en mobilisant les entreprises locales et en limitant les importations non essentielles. En renforçant sa capacité de production intérieure,
le pays réduit son exposition aux fluctuations du marché international. Chaque programme doit s'accompagner d'indicateurs simples: croissance de la production locale, stabilité du prix des denrées, création d'emplois directs dans les chaînes de valeur. Troisième étape, refonder les mécanismes de transparence publique. Aucun projet souverain ne peut prospérer sans confiance sociale. Les institutions doivent rendre visibles les accords internationaux, publier leurs conditions et documenter les retombées économiques. Cette ouverture réduit le terrain des rumeurs, des clivages internes et des manipulations extérieures. Quatrième étape. Renforcer la cohésion interne par l'éducation civique et critique. Une population informée comprend mieux les arbitrages diplomatiques et soutient les orientations à long terme. L'objectif n'est pas de fabriquer une opinion uniforme, mais de doter la société des outils nécessaires pour analyser les enjeux. Enfin, une cinquième étape peut servir de fil directeur. Aligner souveraineté et stabilité, en privilégiant les partenariats qui respectent les intérêts nationaux sans sacrifier l'autonomie politique. Au terme de cette crise, une évidence s'impose. Les décisions silencieuses des coulisses, celles là même que les équipes d'Abuja ont dû prendre dans l'urgence, révèlent mieux que tout autre élément la fragilité d'un modèle dépendant des pressions extérieures. Ce motif, déjà perceptible dans les premiers épisodes de la cellule de crise économique évoquée plus tôt, revient ici comme un rappel. La souveraineté se construit dans les choix invisibles, bien avant de s'afficher dans les déclarations publiques. Dans ce contexte, la voix d'Ibrahim Traoré joue un rôle singulier. Elle ne dicte rien au Nigeria, mais expose un chemin possible, celui d'une autonomie assumée, d'une parole claire, d'un refus de laisser les événements extérieurs définir l'avenir d'un peuple. Pour beaucoup, ce discours incarne une boussole morale dans une période où les repères traditionnels vacillent. Le Nigeria, confronté à ses limites, mais aussi à ses ressources, se trouve désormais face à un choix décisif: subir ou se réinventer. Et une phrase résume l'enjeu: la souveraineté n'attend personne.